aujourd'hui, on a vu 3000 ans à t'attendre de George Miller, retour à Cannes du cinéaste australien 7 ans après Mad Max Fury Road, dont on se souvient tous, je pense. C'est des sortes de blockbuster philosophique qui raconte la rencontre entre une narratologue, Tilda Swinton, et un djinn interprété par Idris Elba. Qu'en as-tu pensé, Josué ? C'est un beau film, c'est un drôle de machin tout de même. Disons que moi ce qui me séduit beaucoup dans le film, c'est la manière dont il va essayer d'organiser un dialogue entre ce qui serait le monde matériel, hein, donc c'est-à-dire on a le personnage de Tilda Swinton qui est une narratologue et qui est en visite pour une série de conférences à Istanbul et qui donc par un concours de circonstances va tomber sur une fiole qui va libérer un génie qui est supposé lui accorder 3 vœux, et tout ça se fait à l'intérieur d'une chambre. Et de la sorte, le film organise donc un dialogue entre le monde matériel et le monde sensible. Et c'est un film assez beau sur comment la vie intérieure d'un personnage va s'inscrire dans le monde autour d'elle. Et le film organise comme ça un dialogue permanent entre deux échelles pour saisir quelque chose de l'immatériel et de ce qui nous anime, de notre imagination, donc sur une structure qui épouse celle un peu des contes des Mille et une nuits, puisque le génie va lui raconter ses mésaventures, comment en l'espace de 3000 ans il a été enfermé dans un flacon, et les différentes personnes qu'il a rencontrées et à qui il était supposé exaucer des vœux. Tu as dit que tu avais aimé le film. Moi, je dois confesser que j'ai adoré le film, je crois. C'est le plus beau film que j'ai vu au festival pour l'instant. En fait, et c'est lié à ce que tu viens de raconter sur le monde sensible et le monde matériel. Le film m'a donné l'impression d'une sorte de Memoria, mais en version blockbuster. C'est-à-dire que ce sont deux films qui ont une ambition similaire, qui est celle de contenir le monde. Deux films avec Tilda Swinton également, et de leur rencontre comme ça avec des personnages émetteurs d'ondes, de sons. Enfin, il y a des scènes qui vraiment ressemblent. D'ailleurs, il y a une scène vraiment où le génie il explique qu'il est une antenne. Hein. Voilà, et il y a une scène où quand Tilda Swinton touche le bras d'Idris Elba, d'un coup elle entend le tumulte du monde, comme à la fin de Memoria, lorsque le personnage touche Hernan II. Enfin voilà, le film m'a procuré en tout cas une émotion similaire, alors que il est assez différent, il faut le dire, et notamment, moi, l'émotion, en fait, disons-le comme ça, est beaucoup venue du fait que j'ai été subjugué à beaucoup de moments par une certaine folie plastique, en fait, que le film propose, avec accompagné d'une foi en l'histoire, en la capacité du conte, donc lié aux Mille et une nuits, qui sont des histoires que Sherazade raconte pour survivre. Il y a un peu ce côté les histoires nous sauveront tous, qui est assez touchant dans le film, et voilà, et qui s'accompagne de beaucoup de moments vertigineux où l'on plonge dans des histoires qui ont chacune leur spécificité plastique, et où voilà, tout au long du film, il y a différents effets d'échelle, de texture, de poussière numérique comme ça, qui m'ont fait penser à certains vertiges ressentis devant des films comme Ready Player One ou Fury Road. Oui, logiquement. c'est intéressant parce que j'ai aussi discuté avec Corentin Lay, qui écrit aussi pour Criticat, et lui il pensait à Zemeckis, et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'un peu forain. Alors il y a des moments, des effets que je trouve un peu moins réussis, mais il y a quelque chose d'assez beau aussi, la manière dont le djinn est envisagé comme une espèce de spectre et qui n'arrive pas à pleinement occuper le monde. Hein. Il y a un peu les différentes histoires où il se retrouve piégé au fur et à mesure, raconte un peu ça. C'est-à-dire c'est un personnage qui n'arrive pas vraiment à occuper l'espace dans lequel il est, voire même qui erre pendant 100 ans, 150 ans à travers des couloirs, qui essaye d'attirer l'attention d'une ou deux personnes pour qu'elles le trouvent, pour qu'elles puissent s'éveiller, pour qu'il puisse réaliser son dernier vœu et se libérer de ses chaînes. Et sur ça, je trouve assez beau la manière dont le film se coltine un peu à des défis figuratifs. Par exemple, il y a une scène où vraiment
vraiment Miller essaye de représenter ce que c'est ce moment, je pense qu'on a tous un peu ressenti, où on a l'impression qu'une porte s'ouvre dans l'existence, qu'on a accès à une connaissance supérieure de l'univers dans lequel on s'inscrit, que quelque chose tout d'un coup se révèle à nous et rend l'horizon qu'on se fixe plus large, plus étendu. Et notamment, il y a une scène où une jeune femme épris de mathématiques essaye d'avoir une compréhension de la matière, du temps et de l'espace, et il va figurer ça numériquement par une constellation de signes mathématiques, d'informations, par un changement d'échelle aussi. Et là, le film a quelque chose d'un peu vertigineux, qui joue aussi sur une porosité des espaces-temps, puisque en fait, le film est construit sur un enchevêtrement de flashbacks et quelque chose évidemment qui joue entre la porosité entre le réel et le conte, qui passe aussi par des jeux de raccords. Au début, par exemple, on voit l'avion de Tilda Swinton atterrir et les roues de l'avion se raccorder sur les roues d'un porte-valise, d'une certaine manière, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il y a des effets comme ça qui sont assez beaux, qui participent à l'élégance et à la porosité du film. Mais en même temps, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que ça joue aussi sur une foi en la fiction. Ça, c'est quelque chose de très étonnant, je trouve, dans ce début de Festival de Cannes, c'est qu'on a aussi des blockbusters, je vous parlais de Togun il y a quelques jours, qui renouent avec une espèce de foi qui s'était un peu perdue, c'est-à-dire des récits qui sont à la fois très référencés. Dans un cas, on se réfère à un film des années 80, là, ici, il y a comme un imaginaire des Mille et une nuits, qui même par moments peut renvoyer à d'autres blockbusters hollywoodiens. On peut penser à 300 sur certaines scènes de bataille, des choses comme ça. Oui, mais ne serait-ce que dans la couleur, dans l'imaginaire, il y a des choses qui pourraient éventuellement dialoguer. Et pourtant, c'est très bizarre. À la fois, c'est un film complètement d'aujourd'hui par rapport aux effets numériques, et en même temps, il renoue avec une espèce de foi, même un peu une forme de naïveté, quelque chose de candide, puisque le film est vraiment une histoire d'amour qui est parfois assez émouvante. Qui se trouve s'était un peu perdu et que là on retrouve de manière un peu étrange sur le cas de la croisette et qui est assez salutaire et réjouissant. Ouais. Bah moi sur cette question-là, c'est vrai que j'ai repensé pendant le film à la carrière de George Miller qui est vraiment complètement inclassable. Très étrange. Ouais. Et qui a toujours eu cette espèce de sincérité à la limite de la naïveté qui a presque totalement disparu d'Hollywood, il faut le dire. Donc George Miller est australien, donc il voit ça un peu avec un œil extérieur. C'est peut-être aussi pour ça que le film semble aussi rafraîchissant dans le paysage du blockbuster, parce que ça reste un blockbuster, même s'il est extrêmement bavard. Et que sa structure en petits chapitrages est assez inédite en fait dans l'univers des films qui ont coûté ce prix-là. Et j'ai même repensé dans sa candeur, il a aussi je me suis demandé devant le film en fait qui était le public en fait de ce film, parce qu'il y a à la fois un côté très, très enfantin que George Miller connaît bien, puisqu'il a fait les Happy Feet, il a fait aussi Babe 2 qui est un film que j'aime beaucoup, qui est assez curieux et assez violent aussi justement. Et sur cette question là il y a quand même des espèces de passages un peu sordide. Voire même horrifique, il y a un passage qui fait penser à une scène célèbre de The Thing, il y a des démons. Un monstre vraiment impressionnant qui dégouline réellement et qui change de forme comme ça, c'est assez impressionnant. Mais je pense aussi à ce passage très étrange sur le fétiche d'insultant pour les femmes très grosses qui amène à des visions assez... pas vraiment sordide, parce que c'est vrai que le film est parfois sur un fil sur quelque chose d'un peu kitsch d'une certaine manière, mais tout en gardant une forme d'élégance c'est vrai, il y a quelque chose de très sensible. Alors c'est peut-être aussi le seul point légèrement de désaccord, je sais pas si on peut dire de désaccord, mais c'est vrai que toi j'ai l'impression que tu as vu surtout un blockbuster très impressionnant formellement et un peu vertigineux, alors que moi j'ai aussi l'impression que c'est un film de chambre assez resserré, assez intime, qui est assez beau là-dessus d'ailleurs, c'est-à-dire comment à partir d'une chambre on va pouvoir accéder à l'immensité et à la compréhension quelque part de l'univers. Je pense que c'est vraiment le projet formel du film, qui il est vrai est assez iconoclaste et rare dans le champ du cinéma à grand spectacle contemporain, mais c'est vrai que le film est plus hybride que ça. C'est à la fois un blockbuster et en même temps c'est un espèce de film de chambre intimiste. C'est vrai que devant le film c'était ce qui un temps m'a gêné, à savoir que dans les nombreuses scènes de simples discussions un peu philosophiques et parfois un peu neuneux, il faut le dire, il y a quelques discours comme ça sur les hommes qui n'arrêteront jamais de se battre, des choses d'une certaine naïveté, mais bon, qui naïveté du conte en même temps. Oui, mais c'est vrai que dans ces scènes-là, j'attendais de repartir, de revoyager, et donc ça c'était un peu
ma limite avec le film pendant un temps, et puis finalement la fin du film que je ne révélerai pas, qui revient à quelque chose de très terre à terre, à la vie citadine, me bouleverse, et par quelque chose de très mystérieux, notamment dans un gag qui concerne un ballon qui survient pratiquement à la toute fin du film, où vraiment dans mon rire à ce moment-là, il y a eu une émotion contenue tout au long des pérégrinations philosophiques de ce couple bizarre. Je voudrais dire une dernière chose que je trouve assez beau, c'est le rapport que le film entretient à une certaine netteté numérique, notamment sur la poussière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est sur une scène et il y a un changement de focale sur un grain de poussière qui est dans l'air, et en fait pour moi ça raconte vraiment quelque chose un peu comme les raccords dont je parlais tout à l'heure. C'est sur les changements d'échelle, sur les changements de perspective, de passer de quelque chose qui serait d'hyper matériel et en même temps quelque chose qui serait de l'ordre de l'évanescent, etc. D'ailleurs il y a tout un truc sur la matérialisation du djinn. D'abord c'est des ondes, ensuite c'est un peu des grains de poussière, puis c'est la consolidation des organes, la création d'un corps. Et le film a quelque chose comme ça, d'un espèce de dialogue permanent entre l'immatériel et le matériel, qui passe aussi par des effets comme ça discrets de mise en scène et qui sont assez beaux, vraiment dans les plis d'un espèce de spectacle où au contraire on va avoir des transitions numériques assez prodigieuses, assez époustouflantes par moments et flamboyantes, et de l'autre aussi un cadre un peu expérimental, quand il imagine l'esprit du génie qui est devenu une espèce de fantôme qui hante Constantinople. On a une caméra embarquée avec des effets qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans Ian d'ailleurs, oui, un effet un peu de floutage dans les moments de caméra embarquée. Les films ont quelque chose en commun de comment on regarde le monde d'un œil neuf d'une certaine manière, ce qui est assez rafraîchissant une fois encore. Merci Josué, et Merci, on vous dit à demain pour une nouvelle bulle canoise.